Comment l'évolution s'impose à la biologie? Cette semaine, nous allons voir quels sont les mécanismes qui permettent le développement de l'évolution. Donc, nous avons vu qu'à la base de la théorie de l'évolution, il y avait le darwinisme. Et dans le darwinisme, il y a plusieurs propositions. L'ensemble des individus interfertiles forment une espèce. Et il existe parmi ces individus une diversité due au hasard. Parmi cette diversité, les individus les mieux adaptés seront sélectionnés et seront à l'origine d'une nouvelle espèce, nécessité. Seuls les caractères héréditaires seront pris en compte dans la sélection, ce qui est la grande différence avec ce que proposait M. Lamarck. Alors, comment intervient l'hérédité? Proposer la marque. Il y a des problèmes, là, j'entends des micros, non? Bon, alors j'y vais. Donc, si vous voulez, l'autre grand homme de cette fin du 19e siècle, c'est le moine Gregor Mendel. Et donc, il a publié Le principe de l'hérédité en 1866. Et on a trouvé cette publication dans la bibliothèque de Darwin, page non coupée. Donc, autrement dit, monsieur, j'entends, il y a quelque chose, non? Monsieur Darwin n'a pas pu s'appuyer sur Il y a quelqu'un qui n'a pas coupé son micro. donc Monsieur Darwin n'a pas pu s'appuyer sur ce que a trouvé Mendel sur les lois de l'hérédité. Alors, qu'est-ce que ces lois de l'hérédité? Donc, si on considère un trait bien défini, alors le truc classique chez Mendel, c'est les poids. Et donc, les poids, il y a un caractère qui est leur couleur. Donc, il y a les points jaunes et les points verts. C'est-à-dire qu'il va y avoir un gène point jaune, un gène point vert. Et il faut aller un peu plus loin tout de suite. Chacun de ces gènes est composé de deux allèles. Vous voyez que point jaune, c'est AA majuscule, point vert, c'est AA minuscule. Et dans toutes les cellules de l'organisme, il y a cette combinaison, il y a ces gènes en question. Et puis, en particulier, dans les gamètes, on oppose le soma, toutes les cellules moins les gamètes, et les gamètes de l'autre côté. Dans les gamètes, il se produit quelque chose de particulier, c'est-à-dire qu'on a un des deux allèles qui est perdu. C'est-à-dire que chez les pois jaunes, on a des gamètes grand A et des gamètes petit a. Et puis ensuite, on a la fécondation. Donc, on a ce qu'on appelle la première génération hybride. On est AA. Et si on croise un AA avec un autre AA, à ce moment-là, le même principe va s'appliquer. C'est-à-dire qu'on va avoir des gamètes qui vont être grand A, des gamètes qui vont être petit a. Et au hasard, on va avoir des recombinaisons grand A, petit a, petit a, petit a et grand A, grand A. Et alors, il y a quelque chose là que je n'ai pas dit pour le moment, c'est que le grand A impose la couleur sur les petits a. Donc, vous voyez qu'avec cette loi, avec cette combinaison, eh bien, la différence de trait entre le jaune et le vert ne disparaît pas. Il est conservé et il peut ressortir. Vous voyez, à la première génération, tout le monde était jaune. À la deuxième génération, il y a un vert qui est apparu. Donc voilà, ça, c'est les lois de Mendel. Hein. Alors, on dit que l'allèle point jaune est dominant. Alors, cette théorie a été développée. Elle a été développée en particulier chez les mouches. La drosophile, la mouche du vinaigre, Drosophila melanogaster. Donc, l'étape suivante, les chercheurs ont cherché quelles étaient les entités matérielles qui portaient les gènes. Et ils sont arrivés à la conclusion
que les gènes étaient portés par des structures qu'on a appelées des chromosomes et qui sont situées à l'intérieur du noyau des cellules. Donc, chez la mouche, on a 4 chromosomes. Alors, les gènes sont alignés sur le chromosome. Hein. Ici, vous avez un chromosome, vous avez une série de gènes qui est ici, et alors, en plus, vous avez chaque chromosome est en double, c'est-à-dire que un ensemble, un individu possède 2 N chromosomes avec 2 fois à peu près les mêmes gènes sur un chromosome ou sur l'autre chromosome. Vous voyez que quand je parle de 4 chromosomes, 1 c'est ça, 2 c'est ça, 3 c'est ça, et 4 c'est ça. Hein. Donc on a une cellule diploïde qui a 8 chromosomes, et puis donc on va obtenir des gamètes qui vont n'avoir que 4 chromosomes, et on pourra refaire le schéma que je viens de faire à l'instant. Alors ça a pris un certain temps, ça s'est fait donc dans le début du XXe siècle, et ensuite, l'étape suivante, c'est qu'on a cherché à savoir, dans le noyau, sur les chromosomes, où était stockée l'information génétique. Alors là, on arrive à la fameuse double hélice de Watson-Crick. Ça, c'est dans les années 1950 à peu près. Donc, je vous redis en quelques mots ce qu'est l'ADN. L'ADN, c'est une chaîne continue, ici, avec une succession de groupements phosphate, PO quelque chose, et de sucre, le sucre étant un sucre à 5 atomes de carbone, ici. Et on est à nouveau branché sur le même sucre et on repart ici. Et donc, avec les branchements sur le sucre, il y a un sens. Hein. Donc, il y a une chaîne qui descend comme ça et l'autre chaîne qui remonte comme ça. Et en plus, sur les sucres sont greffés ce qu'on appelle des bases uriques, adénine, guanine ici, adénine, je ne sais pas où j'en ai, là voilà là, et pyrimidique, c'est-à-dire thymine et cytosine. Et l'ensemble des chaînes est bloqué par des liaisons, et ça c'est la chose qui est très importante. La base A se lie à une base T sur l'autre brin, la base C se lie à une G sur l'autre brin, de telle sorte que, en fait, la même information existe sur les 2 brins de l'ADN. Donc, vous voyez, il y a les 2 brins de l'ADN, il y a les gènes qui sont en double, les chromosomes qui sont en double. Donc, vous voyez qu'il y a un certain nombre, disons, de précautions pour conserver cette information. Et donc, un gène, c'est une succession parfois très longue de ces paires de bases. Ça peut être de quelques centaines à quelques centaines de milliers, hein, sur des très gros gènes. Alors, à partir de là, on tombe, donc c'était 1950, c'est Watson-Crick, sur la biologie moléculaire. En France, on était bien représenté par les gens qui n'étaient pas des gens de l'université, ça s'est fait en dehors de l'université, hein, et de l'école normale, je peux vous l'assurer. Ça s'est fait à l'Institut Pasteur. Il y a eu le fameux prix Nobel de Jacob Monod-Lvov, qui a été un point important. Il y a François Gros qui est intervenu, etc., dans cette histoire-là. Alors, quel est ce dogme? Le mot dogme, beaucoup trouvent qu'il est un peu mal choisi, parce que dogme, quand on dit que quelqu'un est dogmatique, ça veut dire qu'il ne change pas d'idée, qu'il se braque sur quelque chose qui est théorique. En définitive, ce dogme de la biologie moléculaire, il est très expérimental et il est très bien établi. Alors, de quoi s'agit-il? Donc, vous retrouvez l'ADN que vous avez ici, et quand une cellule se divise, elle va donner 2 cellules filles qui vont être identiques, et chaque brin de l'ADN va se séparer chez une fille et va être constitué. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la réplication, qui permet la copie ADN-ADN. Tout ça, ça se fait dans le noyau. Et puis,
il y a aussi ce qu'on appelle la transcription, c'est-à-dire une enzyme qu'on appelle l'ARN polymérase, qui va copier un brin de l'ADN dans un patois qui est l'ARN, qui est très voisin de la structure de l'ADN. Et on a une chaîne ici, qui est maintenant une chaîne simple, qui va sortir du noyau, aller dans le cytoplasme. Et dans le cytoplasme, on va avoir la traduction, c'est-à-dire que l'ARN, donc l'information codée dans l'ARN, va être traduite en protéines, c'est-à-dire une succession d'acides aminés cette fois-ci, en suivant quelque chose qu'on appelle le code génétique. Le code génétique, c'est quelque chose qui, à 3 nucléotides, c'est-à-dire à 3 bases en succession, associe un acide aminé. Donc vous voyez, la structure du noyau, c'est la règle, un gène, une protéine, a priori. Alors, dans les années 1930, les chercheurs qui s'intéressaient à l'évolution se sont bien entendu adaptés au progrès de la biologie moléculaire et ils ont abouti à une nouvelle formulation des idées de Darwin. Dans ce cas-là, ce qui était dit, c'était que les variations du phénotype, c'est-à-dire les traits différents sur lesquels va s'établir la sélection, sont attribuées, puisque c'est des protéines qui nous donnent un phénotype, au génotype, hein, à l'ensemble des caractères génotypiques. Et les variations du génotype sont, alors attention, dues à des mutations au hasard de la séquence de l'ADN. Donc, si vous voulez, l'apparition, la diversité, elle va être au niveau du génotype et au niveau de la séquence de l'ADN. Alors, on continue à opposer les gamètes, cellules germinales, aux cellules somatiques. Il faut savoir que dans toutes nos cellules, dans chacune de nos cellules, on a un noyau et que dans ce noyau, on a la totalité de l'information génétique. La totalité. Les 3 milliards de signaux qu'il y a, vous les trouvez dans toutes les cellules. Et les mutations qui vont arriver, seules les mutations dans les cellules germinales seront prises en compte pour établir cette diversité. On peut avoir, alors on va y arriver, je reviendrai à la minute. Dans sa version synthétique, la théorie de Darwin s'impose. Le hasard, c'est les mutations, la nécessité, c'est la sélection qui coopèrent pour expliquer l'évolution et l'apparition des nouvelles espèces et la disparition des moins adaptés. Alors, néanmoins, les mécanismes qui expliquent la créativité dans l'apparition des nouvelles formes avant leur sélection ne sont pas dévoilés par cette théorie. Pour ne rien vous cacher, le miracle est expliqué, il nous paraît encore miraculeux, disait Jacques Monod, et je suis complètement d'accord avec lui. Moi, j'avais un gros problème avec cette théorie. Effectivement, c'est ce qu'on disait, une théorie, elle est juste tant qu'on n'a pas démontré qu'il existait autre chose qui expliquait plus de choses. Donc, de ce point de vue-là, on n'a pas fait mieux que la théorie de Darwin, mais la théorie de Darwin par elle-même n'explique pas comment le cou de la girafe s'est allongé, comment la trompe de l'éléphant est survenue, etc. C'est un peu compliqué. Donc, le but du cours d'aujourd'hui, ça va surtout être d'essayer de montrer comment les progrès ont permis de répondre à ces deux questions-là. Alors, donc, origine génétique de la diversité des populations, rôle des mutations. Ce que je vous ai dit, ce sont les mutations qui vont introduire des variations dans la séquence et dans la structure des gènes. Alors, l'évolution s'exerce à partir d'une diversification. Alors, la diversification, elle commence à l'intérieur des espèces. Les espèces, c'est défini comme un groupe d'individus interfertiles, et dans ce groupe d'individus interfertiles, tous ne sont pas équivalents, ce ne sont pas des clones, il y a une diversité qui existe, ça existe interfertile. Et la diversité peut être culturelle. Par exemple, l'exemple qui est pris ici, on a un moineau de Californie, et les chercheurs ont montré que
le chant de ces moineaux, que vous voyez par ces phrases ici, des enregistrements, est différent sur différents points entre de part et d'autre de la frontière entre la Californie et le Nevada. Hein. Donc, ce moineau de Californie, il y a une diversité au niveau de dialectes, mais ces dialectes sont appris de la génération précédente, ils ne sont pas dans les gènes, et donc ça ne compte pas pour ce que je vais vous raconter. Alors, voici au contraire d'autres exemples, et ces exemples sont particulièrement intéressants. Ici, vous voyez, on est chez Homo sapiens, même espèce, on est interfertile entre nous, mais la diversité, vous la voyez là, elle est frappante. La même chose entre ces deux oies, à partir de la même espèce, donc peuvent se croiser, ou plus étonnant encore, avec ces papillons. Donc voilà le mâle, et la femelle peut prendre ces différentes formes. Donc tout ça, c'est la même espèce, et avec cette diversité qui existe. Alors, donc une mutation, c'est une altération de la séquence de l'ADN. Alors, quelle peut être cette altération? Donc ici, vous avez la chaîne sucre-phosphate, et vous avez des paires CG, 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 AT, AT, AT. Et d'un seul coup, chez certains gamètes, il va apparaître, vous voyez que CG qui est ici, et là, on a AT qui a remplacé CG avec le A mis à la place du C et le T mis à la place du G. Ça, c'est ce qu'on appelle une substitution. C'est un nucléotide qui change. Une paire de bases, un nucléotide qui change. Dans d'autres cas, au moment de la reproduction de l'ADN, il peut se faire une délétion. Vous voyez qu'ici, vous aviez 3 bleus, ici, vous n'en avez plus que 2. Et puis, une base peut être ajoutée, ce que vous avez ici. Donc voilà le type de variation, le premier type de variation, le plus simple, je ne vous complique pas l'affaire, le plus simple qu'on peut observer dans l'ADN. Hein. Alors, d'où viennent ces erreurs, d'où viennent ça? Alors ces erreurs, ça peut être d'origine extrinsèque, par exemple les rayonnements ionisants, par exemple les mutagènes, un certain nombre de composés qui vont modifier une des bases et avoir le résultat que l'on voit ici. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart sont intrinsèques. C'est-à-dire que, je vous ai dit, je remonte un petit peu en arrière, que quand on était ici, il fallait faire la réplication de l'ADN ici. Hein. C'est-à-dire qu'il fallait copier l'ADN. Et comme vous avez des milliards, des centaines de milliards de cellules, vous avez à chaque fois, depuis l'œuf, cette opération de réplication qui se produit. Et dans ces opérations qui sont répétées, un certain nombre d'erreurs peuvent survenir, et ce sont les erreurs qu'on a notées ici, qui sont à la source d'une des variations, d'une des diversités génétiques que l'on peut observer. Donc, c'est inhérent au mécanisme indiqué par la génétique, par le dogme de la biologie moléculaire, qu'apparaissent des erreurs. Hein. Alors, il faut voir de quoi il s'agit quand même. Hein. Votre ADN dans le noyau, c'est 3 milliards de paires de bases. Donc, il faut recopier ces 3 milliards-là. Sur les 3 milliards, si vous faites une erreur, ce n'est pas grand-chose. Hein. Mais cela peut avoir des conséquences, et c'est ça ce que nous allons discuter maintenant. Alors, pourquoi ça peut avoir des conséquences? Alors, donc, revoilà notre double hélice, et revoilà nos paires avec des couleurs ici qui sont indiquées. Et puis, d'un seul coup, au niveau de cette paire de bases-là, il se fait ce que j'ai dit, c'est-à-dire
une base est remplacée par une autre base. C'est-à-dire que vous avez ici un gène dans lequel vous aviez cette succession, et cette succession devient ça. C'est-à-dire que je vous ai dit que dans l'ADN, on code pour des protéines et que le code dit à un triplet de nucléotides, on associe un acide aminé. Donc, ici, j'ai un triplet qui a un sens donné, qui veut dire un acide aminé, et d'un seul coup, j'arrive avec quelque chose qui est celui-là. Alors, deux cas de figure, trois cas de figure même. Le nouveau triplet qui se forme ici n'a pas de sens. Ça n'existe pas, il n'y a pas d'acide aminé qui correspond à ça. Donc, dans ce cas-là, eh ben, on a la chaîne protéique qui se fait, et d'un seul coup, on ne peut plus mettre quelque chose dessus. La chaîne est interrompue, la protéine est perdue. Donc, vous voyez, c'est un gène qui ne sera pas transmis. Hein. Vous avez le faux sens. Le faux sens, c'est celui qui est le plus intéressant, parce que vous avez ici un triplet, et ça vous donne un autre triplet, mais quand vous avez changé une des bases, ce n'est pas le même acide aminé qui est en face. C'est-à-dire que vous avez maintenant votre chaîne polypeptidique, mais vous avez un acide aminé qui a été remplacé par un autre acide aminé. Alors, les acides aminés, ils ont des propriétés chimiques, soit ils peuvent être proches, soit ils peuvent être très différents. Ça peut produire des problèmes plus ou moins graves. Et enfin, dans un dernier cas qui est beaucoup moins intéressant, vous avez un nouvel acide aminé. Vous avez en fait, non, vous n'avez pas un nouvel acide aminé, vous avez le triplet il y a plusieurs triplets associés à l'acide aminé, donc vous retombez sur le même acide aminé. Donc, ça se produit dans toutes les cellules. C'est-à-dire que des mutations, nous en avons sans arrêt au cours de la journée, au cours de notre vie. Celles qui vont être importantes pour l'évolution, c'est celles qui vont se produire sur les cellules germinales, parce que c'est celles qui vont affecter le génotype. Hein. Et elles produisent des effets sur le phénotype à la génération suivante. Et les mutations peuvent être bénéfiques, neutres ou délétères, létales. Hein. Alors, ça veut dire que une mutation bénéfique, c'est quelque chose qui est extrêmement rare. C'est-à-dire que vous avez une nouvelle protéine qui va apparaître dans la génération suivante, et cette nouvelle protéine a des propriétés qui font qu'elle va être sélectionnée et qu'elle va être plus intéressante pour l'individu. Et il y a des chances que l'évolution sélectionne cette mutation-là. Dans la plupart du temps, ce sont des mutations neutres. Mutations neutres, on va reprendre ça dans quelques instants, ou délétères, c'est-à-dire que c'est une protéine qui n'assume pas sa fonction. Alors, la plupart des mutations sont neutres ou délétères. Alors, si vous voulez, la question se pose, puisque je vous ai dit que c'est quelque chose qui arrive de manière continue, de à quelle vitesse ces mutations apparaissent. Et ça, évidemment, c'est impossible dans notre espèce de faire ça. Maintenant, on peut le faire au laboratoire, par exemple sur les mouches drosophiles. C'est-à-dire que vous regardez un changement phénotypique simple, la couleur du corps, la couleur des yeux, les mouches sans yeux, etc. Et vous regardez, en fonction des générations, à quel taux les mutations apparaissent. Et la conclusion, c'est que c'est quelque chose de relativement faible, 1 sur 100 000, 1 sur 1 million de mutations par gène et par génération. Hein. Donc, c'est quelque chose de faible, mais vous voyez que ce n'est pas négligeable du tout. Donc, ça modifie sans arrêt ce que vous croyez être dans un coffre-fort à l'abri dans le noyau de vos cellules. Alors, donc, les chercheurs en évolution, pour un peu voir l'étendue des dégâts, ont postulé que la fréquence des mutations d'une base était supposée constante. Ils ont dit qu'il y a une horloge moléculaire, il y a une erreur qui arrive de temps en temps, et ils ont donné le taux de ces erreurs, une erreur
sur 100 millions de bases, pas de gènes, hein, par génération. Donc vous voyez, ça c'est le taux sur chaque nucléotide, à chaque position. Une fois sur 10 puissance 8, on a une erreur. Et si vous appliquez ça à l'homme, ça veut dire que vous avez les 3 milliards et vous avez les 2 ADN, donc vous avez ce chiffre-là, et ça aboutit à 70 bases mutées. C'est-à-dire qu'à votre naissance, vous avez déjà 70 mutations, différences avec votre mère. Et la plupart de celles-ci sont désavantageuses, mais supportables. Si vous voulez, toute mutation ne donne pas forcément des défauts énormes. Alors, là, je vous demande un petit peu d'attention parce que c'est un peu délicat. Voilà ce qu'on dit. Ici, vous avez un gène et avec 2 allèles. Vous avez A2, 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 A1, A1, A1. Et puis, donc, ça se divise. C'est-à-dire que ici, vous avez A2 qui est première génération, deuxième génération, troisième génération. Et donc, si vous regardez ça en fonction du temps, en abscisse ici, c'est le nombre de générations que vous avez. Qu'est-ce que vous observez? Vous observez que à chaque fois, pour certains allèles, ils sont perdus. Hein. Vous avez ici cet allèle A2 a été perdu à la première division ici. Il n'a pas donné quelque chose ici. Au contraire, celui-ci a donné quelque chose qui s'est répandu ici. Et vous voyez que si on avait eu une population avec un nombre infini de générations ici, vraisemblablement, le rouge et le noir, après un temps infini, existeraient encore. Mais si on est dans une population qui est limitée comme celle-là, vous voyez qu'il peut arriver ce phénomène-là, c'est-à-dire qu'on n'a plus que du rouge, on a perdu le noir. Donc, au cours des générations, beaucoup de lignées s'éteignent. Hein, et à ce moment-là, on parle de coalescence, c'est-à-dire que nous n'avons plus que cet allèle-là pour ce gène-là, les autres ont été perdus. Hein. Et alors, la probabilité de la fixation dépend de la fréquence dans la population ici au départ. Alors, après ça, on discutera ça un petit peu, mais je poursuis le raisonnement jusqu'au bout. Ici, donc, c'est la même chose. On a un gène donné, on a 2 allèles qui sont à égalité, donc la probabilité est de 50% pour les 2 ici. Et ici, on a 9 individus. Ici, on a 50 individus. Et c'était ce que je vous montrais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'en définitive, on regarde des choses qui sont ici, et vous voyez que la fréquence de A2 et de A1 varie en fonction du nombre de générations. Mais vous voyez que si on est avec beaucoup d'individus, c'est ce que je disais à l'instant, les fluctuations sont relativement faibles, tandis que si vous avez peu d'individus, eh bien, vous avez des fluctuations qui sont importantes et vous avez une probabilité de perdre l'un des allèles qui est quand même très importante. Hein. Donc, les fluctuations sont plus grandes dans la petite population. Alors, ça, c'est quelque chose qui est du hasard. Hein. C'est du lancement de dés. Il n'y a aucun avantage sélectif, mais la diversité a produit plusieurs allèles, et sur ces plusieurs allèles, les conditions, on ne travaille plus sur un individu, on travaille sur des populations. Et le fait de travailler sur des populations force à raisonner de manière différente, et vous voyez qu'il peut y avoir alors je parle pas de sélection, mais disons un tri qui se fait, et que certains allèles peuvent être perdus simplement par le fait du hasard. Il n'y a pas de sélection, il y a le fait du hasard. Donc vous voyez que l'évolution peut se faire
sans sélection. Sans sélection. Si une mutation apparaît dans une population de N individus, le nouvel allèle a une fréquence de P et 1 sur 2N à cause des 2 chromosomes, et sa probabilité de fixation a la même valeur, elle est faible au départ, et selon la taille de la population, la possibilité d'évolution est faible. Et ça, c'est important. On le verra pour notre espèce, pour Homo sapiens, la prochaine fois, c'est que il se peut que pour des raisons environnementales, une population passe par ce qu'on appelle un goulot démographique, c'est-à-dire qu'on ait peu d'individus de la même espèce. Et à ce moment-là, le phénomène dont je parle peut devenir très important. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, on peut avoir des évolutions dans les génotypes, dans les phénotypes, dues au hasard qui soient importants, juste parce qu'on est dans une population qui est petite. L'effet fondateur, c'est la même chose, c'est-à-dire que si on a une grande population, mais qu'il y a une petite population qui migre en dehors de cette grande population, cette petite population va être soumise à cet effet-là que je suis en train de vous donner. Et alors, voilà un exemple qui va, je pense, vous intéresser. Donc, dans nos cellules, vous savez que l'on a des mitochondries qui sont en fait des parasites. C'est des bactéries que les cellules ont attrapées et qui vivent à l'intérieur de nos cellules. Et ces bactéries savaient fabriquer de l'énergie. Elles savaient fabriquer, à partir des sucres du milieu, elles savaient fabriquer l'ATP, qui est la monnaie d'échange d'énergie à l'intérieur de la cellule. Donc vous avez votre cellule qui est ici, et à l'intérieur, bon, vous avez le noyau qui est ici, et puis vous avez ces petits trucs. Et donc voilà ces mitochondries. Et je viens de vous dire que ces mitochondries sont des anciennes bactéries. Et en tant que bactéries, elles ont un ADN. Donc elles ont cet ADN qu'on trouve ici sous forme de ces cercles, ici. En fait, il y a relativement peu de gènes, 37. Il s'est produit des phénomènes compliqués. Il y a une partie de l'ADN mitochondrial qui est passée dans l'ADN nucléaire, mais il en reste quand même 37 gènes qui sont à l'intérieur de la mitochondrie et qui vont se reproduire à la division de chaque mitochondrie. Et à l'intérieur d'une cellule, la mitochondrie peut se diviser et donc continuer à vivre sa vie avec son ADN propre. Et donc, les mitochondries que l'on trouve dans l'œuf au moment de la fécondation sont toutes d'origine maternelle. C'est-à-dire qu'au moment de la fécondation, on a le spermatozoïde d'un côté, l'ovocyte de l'autre côté. L'ovocyte, c'est une cellule complète comme celle que j'ai montrée là. Et le spermatozoïde pénètre à l'intérieur, mais il ne fait pénétrer à l'intérieur que son ADN. Tout le reste reste dehors. Autrement dit, toutes les mitochondries sont d'origine maternelle. Et les mitochondries se transmettent uniquement par les femelles d'une génération à l'autre. Et quand les chercheurs ont examiné l'ADN mitochondrial, alors vous voyez ici sur ce schéma-là, ils ont femme-homme, etc. Au départ, il y avait certainement une hétérogénéité dans les populations bactériennes qui étaient ici, mais il s'est produit ce phénomène dont je viens de vous parler, de fusion. Vous voyez que ici, ça s'est arrêté. Pour les autres, ça s'est arrêté à peu près. Et il n'y a que l'ADN mitochondrial noir qui existe actuellement chez Homo sapiens, chez nous. Il y a eu coalescence. Toutes les mitochondries que nous avons, hommes ou femmes, actuellement, dérivent d'une cellule, ce qu'on a appelé l'ève mitochondriale. Et cette ève mitochondriale, on peut faire des calculs dont je vous fais grâce, vivait quelque part il y a 180 000 ans. Donc, vous voyez, c'est vraiment un exemple concret de cette histoire d'évolution qui se fait sans sélection. Alors, cette histoire, donc théorie neutraliste de l'évolution, c'est un Japonais qui a développé ça,
Donc, c'est quelque chose qui reprend ce que je suis en train de vous dire. Toutes les mutations du génotype n'affectent pas le phénotype. Il y a des mutations neutres. Par exemple, dans l'ADN, il y a une grande partie qui ne correspond pas à des gènes. Ensuite, il y a beaucoup d'acides aminés qui peuvent être substitués dans une fonction, dans un enzyme, dans une protéine, sans que la propriété de l'enzyme ne soit modifiée. Et il y en a un petit nombre dans lequel la fonction enzymatique est modifiée, la plupart du temps avec des pertes de fonction et quelques fonctions bénéfiques, c'est ce que je dis. Donc, vous voyez, pour toutes ces raisons, les mutations bénéfiques, celles que l'on va enregistrer pour faire l'évolution, sont des mutations qui sont extrêmement rares. Voilà, alors, donc cette théorie-là est basée sur l'horloge moléculaire dont j'ai parlé avec les valeurs qui sont tout à l'heure. Voilà, alors je vous propose de m'arrêter là parce que je suis conscient de vous en avoir balancé un gros paquet. Si vous avez des questions, là, n'hésitez pas. Hein. Si tu peux remettre les micros aux participants. Donc, j'attends les questions. Donc, si vous voulez, j'ai répondu à la première question. Hein. Darwin, il y avait le hasard. Donc, c'était la réponse sur le hasard. Qu'est-ce que c'est que ce hasard? D'où vient ce hasard? Donc, ce hasard est à l'intérieur, il joue un rôle important, mais il existe sur toutes les cellules qui vont voir au cours du temps, il va y avoir des modifications dans le fonctionnement des organismes, mais en termes d'évolution, c'est ce qui se passe au niveau des cellules reproductrices que c'est important. Et là, on rend assez bien compte de ce qui se passe. J'aurais une question, mais alors je suis très inquiète parce que vous avez dit qu'à la naissance, la personne a 70 bases mutées par rapport à la mère. Oui. Et que ce sont en général des avantages négatifs. Mais à ce rythme-là, on devrait tous dégénérer. Non, les 70%, c'est rien, si vous voulez. Ce n'est pas grand-chose au point de vue de l'affaire. Et encore un coup, ce que je vous ai dit après, c'est que ces 70 bases-là, ce n'est pas forcément sur des protéines importantes. C'est-à-dire que n'oubliez pas une chose, on a nos 3 milliards de bases et on a pas plus de 1 à 2% de l'ADN qui correspond à des gènes, qui codent pour des gènes. Donc, il y a une énorme masse de nucléotides qui n'a pas de fonction, entre guillemets. Il y a des fonctions de régulation ou de je ne sais pas quoi. Et donc, les 70 bases, si elles tombent là-dedans, elles sont perdues, si vous voulez. Elles ne sont pas modifiées. Donc, ne vous inquiétez pas. On ne risque pas de dégénérer à cause de ce processus-là. Oui, mais au contraire de dégénérer, en principe, j'ai mis en principe, on évolue, c'est-à-dire on grandit. Alors, je ne sais pas si on est plus intelligent ou pas, ça c'est un autre sujet, mais l'humain change. Alors, ça va à l'encontre de la perte. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on évolue dans un sens positif, entre guillemets? Oui. Le prochain cours, ça sera sur Homo sapiens. Donc, on parlera de ça plus précisément. Mais pour répondre à votre question, il y a beaucoup de choses qui sont dépendantes de l'environnement plus que si vous voulez. Donc, on vit plus vieux, mais il y a les problèmes de traitement, de médicaments, etc., qui ne sont pas inclus dans les gènes, qui font qu'il y a des modifications régulières pour notre espèce en particulier. Si vous voulez. D'accord. Bon, écoutez. Pardon, monsieur Henri, ça veut dire qu'on pourrait continuer à grandir indéfiniment jusqu'à mesurer, je sais dit n'importe quoi, 3 mètres de hauteur. Non. Mais est-ce que notre intelligence peut également croître avec les mutations et l'évolution? Non, ce que je viens de dire justement, c'est que, par exemple, c'est un des paramètres les plus difficiles, l'histoire de taille. Parce que si vous voulez, ça ne dépend pas d'un gène. Ça dépend de, je ne sais plus combien, une vingtaine de gènes, quelque chose comme ça, d'une part. Et d'autre part,
il y a des choses qui sont hors ce que je vous ai dit tout à l'heure, quand je vous ai montré les moineaux qui ont plusieurs dialectes pour parler différemment, ça dépend de l'environnement. Il y a beaucoup de choses qui dépendent de l'environnement. Non, les gens qui travaillent sur la taille montrent qu'actuellement, on ne grandit plus, hein, en tout cas. Moi, c'est pas ce qu'on voit. Des jeunes de plus en plus grands, des enfants de plus en plus grands. Ça plafonne. Ah bon. Bien. Ce qu'il faut voir, si vous voulez, c'est qu'il y a une grosse difficulté dans ce que je raconte, c'est que l'évolution se fait, vous allez le voir sur un des schémas plus tard, sur des milliers de générations. Or, là, vous me parlez de 2 ou 3 générations, si vous voulez. Donc, c'est pas si vous voulez, on n'est pas, on n'est pas vraiment dans l'évolution. Ah bon. Moi, j'avais une question sur la réintroduction dans notre ADN d'éléments extérieurs. Comment le prend-on en compte dans l'évolution? Parce que je pense que notre ADN a été formé avec d'autres bactéries qui sont insérées dans notre ADN. Et là, ce n'est pas une mutation de notre ADN. Alors, je ne sais pas si vous voulez parler des introns, des virus qui sans arrêt Par exemple. viennent et se mettent dans le gène. Ils jouent un rôle qui est très important. Ils sont extrêmement nombreux et ça représente une masse importante de notre ADN. Et alors, il y a des virus qui, par leur processus, vont s'incorporer dans l'ADN. Certains gardent la capacité de se reproduire et de se réinsérer dans un autre endroit. Et si vous voulez, ça joue un rôle, parce que ça va jouer un rôle en décalant des gènes les uns par rapport aux autres, et ça introduit une diversité. Donc, il n'y a pas que les erreurs de recopie dont j'ai parlé, il y a ce phénomène-là, je n'ai pas voulu en parler parce que c'est assez compliqué, qui correspond donc à l'introduction de particules virales qui vont se déplacer à l'intérieur de l'ADN. Et là encore, il faudra voir ce que ça donne au fil des générations, dans X années. Il y en a qui sont là depuis X années, hein, qui sont sans arrêt. Hein. Mais c'est une des causes de l'apparition de maladies génétiques, par exemple. Hein. Oui. Alors, donc, des exemples de sélection. Alors, les serpents venimeux, ça ne va pas vous surprendre énormément. La différence entre la couleuvre qui est ici et la vipère qui est ici. Hein. Vous voyez que chez la vipère, on a cet os-là et cet os-là qui forment une espèce de parallélogramme déformant, c'est-à-dire que la dent qui normalement devrait être vers l'arrière, quand elle ouvre la bouche, la dent passe vers l'avant et elle est facile à planter chez vous voyez, le mouvement ici, vous avez un os supplémentaire qui est ici et l'ouverture de la bouche fait avancer le crochet et permet l'injection du venin. Alors que quand vous êtes chez la couleuvre, vous êtes dans ce dispositif-là et vous n'avez pas le même parallélogramme, la même capacité à faire cette injection. Alors, l'abominable mystère des plantes à fleurs. Alors, ça, c'est une belle histoire. Le titre « Abominable mystère des plantes à fleurs », c'est Darwin lui-même qui l'a dit. J'en ai parlé un petit peu la semaine dernière. C'est-à-dire que Darwin a été très surpris par le fait que pour lui, les plantes à fleurs sont apparues au Crétacé, c'est-à-dire à la fin de l'ère secondaire, et qu'il y ait autant de diversité de fleurs dans le monde. Donc, au terme d'évolution, c'était une évolution qui semblait beaucoup plus rapide que l'évolution qu'il avait notée pour les animaux, pour les différentes espèces. Et en particulier, il s'est intéressé aux orchidées. Et vous voyez ici une orchidée de Madagascar. Et pour sucer le pollen de cette orchidée, vous voyez, il faut descendre jusqu'ici. Et donc,
Darwin a postulé l'existence d'un insecte avec une trompe adaptée. Et vous voyez cet insecte, c'est ce papillon, et vous pouvez deviner ici, sa trompe ici, qui va descendre jusque dans le fond ici. Et donc, on voit que pour expliquer ce mystère, une des conditions, c'est qu'on a coévolution. C'est-à-dire que tout à l'heure, on avait la vipère qui s'est développée, mais les proies ne sont pas développées, elles sont restées telles que, tandis que ici, c'est deux espèces qui évoluent en même temps. Un papillon qui a sa trompe suffisamment longue, donc il va être tranquille, il sait qu'il aura des ressources du côté de cette plante, et cette plante sait qu'elle est avantagée parce qu'elle pourrait être fertilisée par ce papillon-là. Donc, cette coévolution fait que l'évolution a été plus rapide et qu'on peut expliquer comme ça la variation au niveau des fleurs. Alors, j'ai marqué en bas très beau film récent sur ce sujet sur la chaîne A5 de télévision. Là, c'était particulièrement bien fait et on montrait des exemples, vous pouvez le trouver facilement, de cas qui expliquaient cette coévolution et comment l'évolution peut prendre des tournures rapides. Alors, une autre indication expérimentale va être sur le rôle de l'environnement cette fois-ci. Là, on revient encore sur un papillon qui s'appelle le phalène du bouleau. Et le phalène du bouleau, c'est ce petit papillon blanc-là. Et phalène du bouleau, le voilà là quand il est sur le bouleau. Il est blanc sur blanc, donc est difficilement repérable pour un oiseau, pour un prédateur. Et puis, en Angleterre, à la fin du 19e siècle, la pollution noircit les écorces de bouleau et on se trouve avec des écorces foncées ici. Et qu'est-ce qui se passe? On voit que le phalène du bouleau devient foncé lui-même de manière à redevenir invisible quand il est posé sur son arbre préféré. Et donc, là, il y a l'évolution. Vous voyez que quand le papillon noir est maintenant sur du bouleau qui est blanc, il est facilement repérable. Mais ce qui est extrêmement rassurant, c'est on a en Angleterre comme en Europe cherché à diminuer la pollution. Et à partir du moment où on a diminué la pollution, eh bien, vous voyez là, ce sont les années, et vous voyez que la forme sombre diminue. C'est-à-dire qu'on voit l'évolution se produire sur des gammes de temps qui sont relativement courtes ici. Tout à l'heure, je vous disais des milliers de générations. Là, ce n'est pas des milliers de générations, c'est l'environnement qui est modifié et vous avez le trait, c'est-à-dire la couleur du papillon qui a été modifiée relativement rapidement. Alors, la survie de la forme pâle est redevenue plus grande que celle de la forme sombre parce que sur la forme pâle, elle est plus invisible. Encore quelque chose qui est étonnant, dans la zone d'exclusion de Tchernobyl. Alors, ce qu'on appelle la zone d'exclusion, c'est intéressant. C'est 30 km autour de la centrale, interdiction de rentrer là-dedans et une radioactivité qui va aller en diminuant à l'intérieur de cette histoire-là. Et dans cette zone-là, on trouvait avant Tchernobyl cette petite grenouille qui était bien verte. Et maintenant, quand on y retourne, on la trouve foncée ici. Et là, c'est quelque chose qu'on explique aussi, c'est-à-dire que quand vous êtes noir comme ça, c'est-à-dire que vous avez de la mélanine, et quand vous avez donc des rayonnements ionisants, en fait, l'énergie du rayonnement ionisant est très forte, mais il n'a pas beaucoup de chances de taper sur l'ADN. Il a beaucoup de chances de taper sur l'eau, sur la flotte, et il coupe les molécules d'eau, et il engendre des espèces extrêmement réactives, que ce soit l'ion superoxyde, l'ion hydroxyle, etc. Et ces ions-là sont des radicaux libres, et en présence de mélanine, il se fait des complexes et ça disparaît. Ça diminue la toxicité de ces espèces très réactives, très dangereuses. Alors, on revient sur sélection et évolution.
La sélection facilite l'évolution à 3 conditions. Il faut qu'on ait des individus d'une population qui diffèrent par un ou plusieurs traits, qu'il y ait une variation phénotypique. Il faut que les différents phénotypes diffèrent, c'est-à-dire produisent un avantage, soit dans leur taux de survie ou leur taux de reproduction. Les grenouilles, c'était le taux de survie. Les papillons, c'est leur taux de c'est un peu les deux. Et troisième point, il faut que l'adaptation soit héritable. Et on va pouvoir calculer, je ne vous le fais pas, la valeur sélective du génotype, ce que l'on appelle en anglais le fitness, c'est-à-dire que la capacité que le nouveau génotype s'impose par rapport à l'ancien génotype. Et donc, il est important de comprendre que la sélection n'est pas une force externe, mais c'est simplement des différences statistiques dans les succès de reproduction des différentes populations. C'est ce que je vous avais déjà montré, ce gadget-là. Dans le jouet, ici, vous voyez les billes qui sont les violettes ici, les vertes ici, les jaunes ici, les rouges. Donc, vous avez l'impression que la sélection s'est faite par la couleur. En fait, ce n'est pas la couleur qui est intervenue, c'est bien entendu la taille du trou. C'est-à-dire que vous avez retourné dans un premier temps le jouet, toutes les billes se sont mélangées, et quand vous l'avez retourné dans l'autre sens, vous voyez qu'une sélection s'est faite. La sélection ne s'est pas faite sur la couleur, elle s'est faite sur la taille. Alors, juste des points, donc il y aurait beaucoup à dire, si vous voulez. Là c'est le côté, disons, anecdotique, mais extrêmement intéressant de la sélection. La sélection agit au niveau des groupes d'individus et des groupes sociaux. On a l'histoire des abeilles, l'histoire des fourmis, dans lesquelles il y a des groupes, des spécialisations qui se font, etc. Et tout ça pour arriver à faire évoluer l'espèce plus rapidement, que l'espèce puisse avoir un avantage qui soit un avantage de durée de vie et un avantage de reproduction. Alors, quelque chose, si vous voulez, que vous pouvez trouver sur les discussions dans l'évolution, c'est l'idée du gène égoïste. Ça, c'est un chercheur qui s'appelle Richard Dawkins qui a avancé cette théorie qui plaît beaucoup aux philosophes. L'idée, c'est que un comportement altruiste, comment vous l'expliquez? C'est-à-dire que vous avez des espèces, j'aurais pu trouver des exemples, des espèces dans lesquelles vous avez les frères ou sœurs qui participent à l'élevage des petits chez les oiseaux. Mais les frères ou sœurs ne semblent pas avoir d'intérêt dans la question. Mais c'est l'espèce qui a un intérêt parce que ça facilite la reproduction. Donc, Richard Dawkins a dit, en définitive, là-dedans, l'individu ne compte pas. C'est les gènes qui comptent, c'est les gènes qui se débrouillent pour trouver les conditions dans lesquelles ils peuvent se disséminer de la manière la plus efficace possible, la plus régulière possible. Alors, l'apparition des nouvelles espèces. Alors, on va revenir sur la définition de l'espèce. Donc, vous avez deux oiseaux qui sont ici. Ils appartiennent à deux espèces à une espèce, pardon, malgré la différence dans les plumages. Et donc, on voit qu'il faut un peu préciser ce qui est une espèce. Pour Linné et les systématiciens, une espèce est un ensemble d'individus avec des caractéristiques homogènes. Les chiens sont-ils une espèce? Vous voyez le basset et le terre-neuve, vous vous dites, quand même, ça fait des grosses différences. Alors, pour les biologistes, après, ils ont dit que c'est un groupe d'individus susceptibles de se reproduire entre eux et isoler d'autres groupes similaires. Mais il existe des espèces donnant des hybrides quand leur territoire se recouvre. C'est le cas pour ces oiseaux-là. Donc, les évolutionnistes, l'espèce est un lignage dérivé d'un ancêtre commun qui a été isolé
d'un ancêtre commun qui a été isolé des autres lignages qui dérivent du même ancêtre. Donc, ça raffine un petit peu l'affaire et ça montre bien l'idée d'isolement que l'on doit avoir pour avoir la création d'une espèce. Alors, les barrières de l'isolement qui permettent l'espèce, il y a un rôle important à la sexualité. Alors, ici, vous avez deux exemples. Vous avez l'oiseau de paradis qui est ici, et vous avez le manucode qui est ici. Et vous avez ici, dans les paradisiers, 33 espèces différentes. Alors que quand vous êtes chez les manucodes, il n'y a que 5 espèces différentes. Donc l'idée, c'est de dire que, pardon, j'ai oublié une chose, c'est que les manucodes ici vivent en couple. C'est-à-dire que c'est toujours le même mâle qui est associé à la même femelle. Au contraire, chez les paradisiers, eh ben, ils s'accouplent comme ça vient, comme ça se représente. Et vous voyez que donc, la fidélité chez les manucodes s'oppose à la création de nouvelles espèces. Les espèces ici, elles viennent parce que à partir du moment où on se balade de couple en couple, etc., la probabilité d'obtenir des variations est plus grande et on a 3 espèces. La même chose ici, vous avez les oiseaux hummingbird, les oiseaux-mouches, et vous avez de l'autre côté les martinets. Et la même chose, le martinet vit en couple, il est fidèle toute sa vie, sans espèce. Chez l'oiseau-mouche, au contraire, comme ça s'accouple, comme ça se rencontre, et vous avez 300 espèces. Donc vous voyez, la fidélité, c'est mauvais pour la création de nouvelles espèces. Alors, maintenant, comment est-ce qu'on y arrive? Alors là, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ça a été fait assez bien. Le mécanisme le plus développé, c'est ce qu'on appelle la spéciation allopatrique. Et donc, ça veut dire qu'au départ, vous avez ici des espèces qui occupent un certain territoire jaune. Et puis, pour une raison X ou Y, ce territoire est coupé en 2. Alors, il y a des exemples. Je vous avais parlé de Wallace la semaine dernière. Sur les 2 rives de l'Amazone, on a des choses comme ça. Ou bien vous pouvez avoir des montagnes qui se mettent à se séparer, etc. Donc, à partir de là, vous avez des populations, 2 populations qui sont isolées. Et à partir du moment où elles sont isolées, elles vont évoluer indépendamment l'une de l'autre. Et même si on les remet ensemble, eh bien, il se peut que les 2 espèces ne puissent plus se croiser. On a abouti à la formation d'une espèce. Alors, ici, ça, c'est quelque chose qui est intéressant parce qu'on en reparlera la semaine prochaine. Donc, vous avez une espèce et vous n'avez pas cette barrière qui se fait, mais vous avez pour une raison ou une autre un petit nombre des individus de cette espèce-là qui sortent, qui vont ici. Et ils vont diverger ici. Et ici, alors, il va y avoir le goulot démographique dont j'ai parlé tout à l'heure qui va faire évoluer les choses. Et puis aussi, ils vont évoluer d'une manière indépendante. Et quand ils vont se rencontrer avec ceux-là, eh bien, peut-être qu'à ce moment-là, des nouvelles espèces seront apparues. Donc, la création d'une espèce sur un même territoire avec des groupes qui se séparent, ça, c'est un cas qui est rare et ce n'est pas le cas qu'on explique le plus facilement. Alors, ça, c'est quelque chose de la même manière. Une autre indication de ce que je viens de dire, on observe des îles de taille variable. La taille est ici en kilomètres. Donc, vous voyez, ça va depuis quelques kilomètres jusqu'à 1000 kilomètres. Et on regarde des espèces qui sont très différentes. Et on voit que quand on a des espèces qui ont une mobilité très faible ici, à ce moment-là, leurs gènes ne vont pas se balader très loin et que ce soit les fleurs ou l'escargot,
dans une île qui est petite, vous pouvez avoir de nouvelles espèces qui apparaissent. Au contraire, quand c'est des espèces qui se baladent beaucoup, comme les chauves-souris, les renards, les papillons, etc., à ce moment-là, il faut de grandes îles pour qu'on puisse faire apparaître la nouvelle espèce. Voilà. Alors là, je fais mon deuxième arrêt. Donc, si vous avez des questions, c'est le moment. Et prenez des forces parce que la troisième partie va être la plus compliquée. Moi, j'avais une question bizarre. Si on prend le cheval, si on prend l'âne, ils sont capables de faire, de se reproduire à un certain niveau. Non. Et après de s'arrêter. Donc, simplement le fait que les deux espèces puissent se reproduire, c'est un peu plus compliqué. Ah ben oui, elle continue à se reproduire, oui, oui. Non, si vous voulez, l'idée c'est que l'évolution puisse se faire sur deux groupes indépendants. Et à partir de ce moment-là, chacun vit sa vie, il va profiter de son environnement, il va s'adapter à son environnement. Si les deux environnements sont différents, on va avoir deux espèces qui vont apparaître. Hein. Et donc, la sélection va jouer un rôle, mais vous avez vu que les mutations neutres jouent aussi un rôle. Il y a un certain nombre de faits qui se produisent. Et ça, disons que pour les biologistes actuellement, ça ne pose pas de gros problèmes. Hein. On est dans quelque chose qui est assez bien établi. Et c'est toujours à partir du moment où ils ne se reproduisent plus que ça fait une espèce différente, c'est ça? Ah, pas du tout. Non, c'est le contraire. Non. Ah. Le contraire. Il faut qu'ils se reproduisent, mais qu'il y ait deux sous-groupes qui se reproduisent chacun indépendamment de l'autre. Oui, c'est ce que je voulais dire. Je me suis mal exprimée. Oui, c'est ce que je voulais dire. Mais ça, oui. Mais ce que je ne comprends pas, c'est comment ça arrive, entre guillemets. Parce qu'à un moment donné, dans un groupe, ils vont se reproduire, et puis à un moment donné, ils ne vont pas se reproduire. Ah oui, c'est parce qu'ils sont séparés géographiquement ou... Voilà. Alors, je n'ai pas insisté là-dessus, mais bon, il y a des tas de choses qui ont été faites. Ça peut être une variation climatique. Ça peut être une variation climatique qui fait que l'espèce qui était sur un territoire qui était assez grand, la température va varier et un groupe va être exposé à des conditions climatiques qui vont être différentes. Ça peut être donc sur des paramètres d'irrigation. Donc, j'ai parlé de l'Amazone, j'ai parlé de choses comme ça. Ça peut être du volcanisme, ça peut être... Donc, et puis, donc, si vous voulez, l'exemple, c'est quand même les îles. Il ne faut pas oublier que Darwin a eu tout ça quand il a vu les Galapagos. Les îles Galapagos, elles sont au large de l'Amérique centrale. Et, on peut savoir. Et quand vous vous trouvez dans les îles comme les îles Galapagos, à partir du moment où il y a un certain nombre d'individus qui sont là-dedans, ils s'adaptent aux conditions qu'ils rencontrent. Vous avez vu que les pinsons des Galapagos, dans certains cas, ils trouvaient des cactus et ils avaient un bec qui était adapté à piquer dans le cactus. Dans d'autres cas, c'était des noix, il fallait casser les noix, etc. Ouais. Donc, vous avez à ce moment-là la diversification qui se crée sur la base de l'environnement. Et si on les remet ensemble après, ils ne vont pas se reproduire. Alors, c'était dans le dernier. Voilà. Donc là, ils sont séparés par la barrière. Ils ne vont pas se reproduire, oui, c'est ce que vous avez montré. Ouais. Ici, dans certains cas, même si je retire la barrière, ça ne marche plus. Ouais. Ça ne marche plus parce que disons, la différence a été obtenue, si vous voulez. La différence s'est établie. D'accord. Je continue? Oui, oui. Vas-y. Bon, alors là, comme tu n'as touché à rien, tout va bien. Non, j'ai touché à rien, tout va bien. Alors, là, la question est plus compliquée. Et je dois dire qu'à titre personnel, c'est une question qui m'a beaucoup préoccupé pendant un bout de temps par rapport à cette histoire-là. Comment est apparue la trompe de l'éléphant, le cou de la girafe, etc. Alors là,
a priori, vous allez dire, oui, vous allez dire, c'est le dernier point que je vais faire, hein. Vous pouvez dire que vous avez eu brutalement quelque chose qui était l'ancêtre de la girafe, et il a été dans 2 endroits différents, et il y a eu une mutation sur un des endroits, et pouf, toc, le coup a poussé. D'un seul coup, on a obtenu ça. Alors, donc, vous vous rendez compte que ça pose quand même quelques problèmes. On a dit que Darwin voulait le gradualisme, c'est-à-dire que c'est difficile de penser que d'un seul coup, pof, on a quelque chose qui apparaît d'aussi monstrueux, ce qui implique des changements dans les vertèbres, dans les muscles, etc., etc. Alors, si ce n'est pas ça, le gradualisme, c'est de dire c'est par petites échelles. Bon, alors là, vous vous dites, OK, il y en a eu qui a un coup un peu plus long de 3 cm, et puis après ça, encore 3 cm, et puis encore 3 cm, et on est arrivé au coup de la girafe. Mais dans ce cas-là, comment vous expliquez l'avantage sélectif des 3 cm en question? C'est pratiquement nul comme affaire. Donc, vous ne pouvez pas raisonner comme ça. Donc, vous tombez sur quelque chose où vous tournez en rond, en quelque sorte. Et puis, il y a l'analyse des fossiles. Il vous dit, on a regardé les temps géologiques dans la semaine précédente, on a vu qu'on avait le précambrien puis le cambrien. Et quand on a eu le cambrien, c'est-à-dire 500 millions d'années, à ce moment-là, on avait 30 phyla sur 31 qui existaient à la fin du cambrien. Alors, les phyla, vous savez, c'est le truc de Linné. Vous avez l'espèce, le genre, l'ordre, la classe, la famille et le phyla. Le phyla, c'est les mollusques, les crustacés, les insectes, les vertébrés, etc., les grands groupes. Donc, actuellement, on considère qu'on a 31 groupes différents les uns des autres qu'on appelle les phyla. Fin du cambrien, on en a 30. Avant le cambrien, il n'y en a pas. D'un seul coup, ça apparaît. Donc, comment est-ce qu'on peut arriver à expliquer ces 2 difficultés-là, qui sont des difficultés majeures pour pouvoir admettre l'évolution? Alors, la première chose, on peut regarder les génomes, non pas sur les fossiles, mais sur les animaux que l'on a actuellement. Si on prend les bactéries, et Escherichia coli, qui est le prototype, le nombre de gènes est de 4600. Si on passe sur la levure de bière, qui est un eucaryote, c'est-à-dire qu'il y a un vrai noyau avec des chromosomes, etc., mais qui est unicellulaire, on monte à 6000. Puis après ça, on passe au pluricellulaire, l'anémone de mer, tout ce que vous voulez, et on va jusqu'à l'homme. Et là, on est entre 20 000 et 25 000. C'est-à-dire que si vous prenez la souris et que vous regardez les gènes de la souris, 23% des gènes de la souris ont des équivalents chez les bactéries. 29% des gènes de la souris ont des équivalents chez les eucaryotes les plus primitifs. Et 27% chez les protochordés, c'est juste avant les vertébrés. Donc, vous voyez que, et donc, seulement 1% des gènes humains n'ont pas de similarité avec des gènes d'autres animaux. Si vous voulez, la conclusion, c'est que l'évolution, c'est-à-dire les 200 millions d'années du précambrien, s'est faite avec un potentiel de gènes à peu près constant. Si vous voulez, ça se comprend relativement facilement, hein. Je vous ai dit, un gène, c'est quelques centaines de milliers de signaux de nucléotides. Donc, vous voyez que pour aligner des signaux et qu'ils aient un sens, la probabilité est infinitésimale. Donc, en définitive, créer un nouveau gène, c'est extrêmement rare. Il n'y a pratiquement pas de nouveaux gènes qui se font. Donc, s'il n'y a pas de nouveaux gènes, à ce moment-là, c'est quelque chose, des mécanismes qui sont différents. Alors, ça reprend
le point que je faisais à la minute, c'est-à-dire que vous avez l'échelle des temps, ici c'est 3 billions, c'est-à-dire 3 milliards, 2 milliards, 1 milliard, et notre précambrien, il est quelque part ici. Hein. Et donc, ici, apparition de la vie, les prokaryotes, ici, les premiers eucaryotes, ici, quelques pluricellulaires, c'est-à-dire des agencements de cellules, et puis d'un seul coup, on a quelque chose qui est ici, une bestiole qui va représenter l'ancêtre de tout ce qui va venir après. Donc, une fois que cette bête-là est apparue, quelque part au niveau des 500 millions d'années, après, tout le reste, c'est ce que François Jacob appelle du bricolage. Donc, le grand truc, c'est d'arriver là, et à partir de là, vous bricolez. C'est-à-dire que l'ensemble du vivant s'est développé avec des mécanismes biologiques existants à cette époque. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de création de gènes, c'est simplement qu'on va faire fonctionner les gènes de manière différente. Alors, encore un coup, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres essais que la nature a fait. Il y a par exemple quelque chose qui s'appelle les édiacariens. Alors ça, vous voyez, alors ça c'est ce que l'on trouve. Regardez si c'est joli, ces trucs-là. Ça a été trouvé en Australie au départ. Ça va dans des formes un peu n'importe quoi. Regardez ça. Regardez ça. Alors, la vue d'artiste, c'est quelque chose comme ça. Donc là, il y a un site que je vous donne. Donc, ils sont tous posés sur le sol ou plus ou moins fixés sur le sol et ils n'ont pas de mobilité. Ils sont là-dedans. Et ça, c'est cambrien, mais d'un seul coup, quand l'autre bestiole, la bestiole, le bilatérien arrive, il a la mobilité, il bouffe tout ce qu'il trouve et tout ça disparaît. Alors, donc, évidemment, on n'a pas retrouvé cette bestiole-là, mais on peut imaginer à quoi ça pouvait représenter. C'est-à-dire que vous voyez, donc, bilatéral, c'est-à-dire qu'il y a une symétrie autour d'un plan central qui est ici. Vous auriez vraisemblablement quelque chose qui correspond à un œil, et je ne rentrerai pas là-dedans, quelque chose qui correspond à une bouche et à un tube digestif, avec un anus au bout, quelque chose qui fait circuler l'équivalent du sang, et puis des muscles qui vont être ici, avec des protéines que l'on va retrouver un petit peu plus loin, un peu partout ici. Et donc, quand on regarde ce qu'on pense être les terriers de ces bestioles-là, ça aurait 0,5 cm. Donc, vous voyez, ici, il y a avant ça et il y a après ça. Alors, si vous vous rappelez, quand j'ai fait l'introduction, la première chose que je vous ai racontée, c'est l'histoire du pasteur qui disait « si je trouve une montre, je ne peux pas imaginer qu'il n'y a pas un bijoutier qui l'ait fait ». Et bien là, on se trouve devant quelque chose qui est compliqué, à partir duquel on pourra faire toute la suite, mais qui est apparu avec une certaine probabilité au Cambrien. Alors, comment on peut expliquer, donc, quel est l'horloger qui a fabriqué ça? Alors, donc, c'est avec les mêmes éléments. Et quand je parle des éléments, je parle non pas uniquement des membres, hein, je parle du type de cellules, du type de traits physiologiques, etc. Et on a la boîte à outils dont parlait François Jacob, et c'est la régulation, c'est-à-dire est-ce que je développe le marteau ou est-ce que je développe le pied de biche, etc. La manière dont les orientations vont se faire qui va pouvoir permettre de passer à l'ancêtre des bilatériens. Et, très important, ça c'est parce que la boîte à outils, ces outils-là possédaient un certain nombre de propriétés tout à fait particulières et c'est là que je vais essayer de vous expliquer ça. Alors, la première chose, liaison régulatrice faible. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, donc, on est d'accord que pour avoir les bestioles, il faut avoir des protéines. Donc, liaison régulatrice faible, ça s'explique, ça se traite au niveau des protéines.
Il y a des protéines dites protéines allostériques, allostériques découvertes par Jean-Pierre Changeux et Jacques Monod, qui sont, dont un exemple, sont les canaux ioniques qu'on voit ici, les récepteurs canaux ioniques. On a un neurone, l'extérieur du neurone, l'intérieur du neurone. Comme vous le savez si vous suivez les cours de neurosciences, on va avoir une différence de potentiel entre l'extérieur et l'intérieur, et donc c'est la concentration des ions intérieur-extérieur qui va être importante. Et les ions, les voilà là, les ions c'est rouge. Et donc, la boîte à outils a créé des sites sur lesquels va se fixer une autre molécule ici. Et quand cette molécule se fixe, le trou s'ouvre ici et les ions peuvent passer. Et le point, quand on parle de liaison régulatrice faible, c'était, vous auriez pu, si vous étiez en train de fabriquer les animaux, qu'il vous faudrait inventer quelque chose qui reconnaisse les ions et les neurotransmetteurs avec une liaison entre eux. En fait, il n'y a aucune liaison. Vous pouvez avoir un nouveau neurotransmetteur qui va donner sur une nouvelle protéine sans changer la capacité de passage à travers le trou. Hein? Donc, liaison régulatrice faible, ça veut dire qu'il n'y a pas de contrainte chimique, ça veut dire que l'évolution n'a pas à inventer régulièrement cette protéine-là à chaque fois. Vous avez cette protéine-là et vous pouvez en faire des tas de choses simplement en changeant les sites ici. Hein? Donc, vous voyez, liaison régulatrice faible, ça veut dire pas d'interaction chimique. La chimie joue un rôle limité dans la boîte à outils. Deuxième chose, alors on est là, comportement exploratoire. Alors, comportement exploratoire, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, ici, vous avez un muscle. Le muscle sont des fibres nerveuses qui sont ici, et pour contracter votre muscle, c'est un afflux nerveux qui arrive. Et ce que l'on observe, donc voilà les cellules nerveuses, la cellule va au départ chercher à établir le maximum de synapses. Donc vous voyez tout ce foutoir ici, vous avez cette cellule-là qui va sur toutes ces fibres nerveuses-là. Et puis après, il faut que ce système fonctionne, c'est-à-dire il faut que certains neurones fassent contracter certaines fibres musculaires. Dans ce cas-là, vous avez perte de tout ce qui ne sert pas et vous avez ici un certain nombre de synapses qui vont être stabilisées. Hein? Donc, vous voyez que comportement exploratoire, ça veut dire qu'on commence dans le bazar et puis ensuite on sélectionne ce qui marche. Donc, encore une fois, ça vous permet de faire des économies quand vous êtes en train de chercher quelque chose. Alors, propriété suivante, adaptabilité et robustesse. Alors, on va prendre cette fois-ci un muscle, un membre, et on va regarder les membres des vertébrés. Alors, on en a déjà discuté. Ça, c'est le bras, ça, c'est le radius, le cubitus, les doigts qui sont là. Vous voyez, ça s'est adapté chez le chat, chez la baleine, chez la chauve-souris. Mais attendez, lorsque vous faites ça, les muscles et les vaisseaux sanguins qu'il y a ici et qu'il y a ici sont différents. C'est-à-dire que l'évolution a fait bouger les os et que ensuite les nerfs et les vaisseaux se sont adaptés. C'est-à-dire qu'il n'y a pas des évolutions indépendantes des os, des vaisseaux, des muscles, des nerfs. Il y en a un qui prend la tête, c'est l'ossification, et ensuite tous les systèmes vont s'adapter à cette histoire-là. Hein? Alors, le suivant, c'était la compartimentation. Alors, modularité. La modularité, c'est quelque chose qui est assez facile à comprendre. C'est l'embryon chez les bilatériens. Hein, voilà, donc l'avant et l'arrière. Voilà la face dorsale, la face ventrale. En définitive, c'est des groupes de cellules qui sont regroupés en compartiments. Et il y a des compartiments qui sont relativement indépendants.
Par exemple, chez les vertébrés, les vertèbres thoraciques donnent les côtes, mais pas les céphaliques. Donc, si vous voulez, les vertèbres n'ont pas toutes les mêmes propriétés en fonction du compartiment dans lequel elles se trouvent. Donc ça vous permet de pouvoir obtenir des régulations de tous ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, avec des effets différents. C'est-à-dire, je prends à peu près le même type de régulation ici, je vais avoir des effets différents ici et là. Hein? Donc, on peut... l'alternative à ça, c'est quelque chose qu'on appelle pléiotropique, c'est-à-dire que si celui-là avait une cascade trop grande de commandes, à ce moment-là, quand je fais une mutation là, pouf, il y a tout un tas de choses en aval qui seraient modifiées, qui ne seraient pas adaptées. Donc, la modification d'un gène entraîne des modifications dans un compartiment donné. Voilà. Alors, à partir du moment où l'évolution dispose d'une boîte à outils qui permet un bricolage efficace, il n'est pas nécessaire de créer de nouveaux gènes, qui sont des événements très improbables, et les ajustements entre les différents systèmes sont possibles sans effet catastrophique. C'est ce que je vous disais tout à l'heure à la minute. Hein. Le nombre de variations possibles est grand, puisque c'est des évolutions qui se font par compartiment, et ça facilite l'apparition de nouveaux phénotypes. Voilà. Donc, ça, c'est ce que les biologistes disent. Et là, on a franchi l'étape du bricolage. Et maintenant, je vais vous montrer la fin, la suite de l'affaire. Cette histoire, regardez un petit peu. On est en train de dire qu'en variant peu les gènes, on arrive à faire des animaux qui sont très différents les uns des autres. Mais si vous réfléchissez une minute, ce papillon-là est le résultat de la métamorphose de cette chenille-là. C'est-à-dire que ce papillon et cette chenille ont exactement les mêmes gènes. Il n'y a pas un gène en plus entre la chenille et le papillon. Donc, autrement dit, là, on retombe, si vous voulez, sur ce que le raisonnement nous a fait découvrir à partir de le démarrage du Cambrien, mais on assiste à ça tous les jours. À chaque fois que vous avez des animaux pour lesquels il y a une métamorphose, vous avez des changements de forme qui se font à gènes constants. Donc, autrement dit, si je cherche les mécanismes qui conduisent au passage de l'un à l'autre, là, je retombe sur la compréhension de l'évolution. Alors, comment cette histoire de variation de forme, elle commence avec la drosophile, encore un coup. Alors, depuis Morgan, 1930, les drosophiles, elles ont muté à tour de bras, et quand elles ne voulaient pas muter, on leur a balancé des rayons X dessus, et on leur a fait bouffer un peu n'importe quoi, donc on a eu des tas de mutations. Et certaines mutations sont apparues a priori incompréhensibles. Regardez, là, à droite, vous avez la tête de la drosophile. Et à gauche, vous avez une drosophile mutante sur laquelle, qu'est-ce que vous avez? Vous avez des pattes à la place des antennes, ici. Là, on devrait avoir des antennes, on a des pattes. Ici, de l'autre côté, on a la drosophile, mais la drosophile, c'est un diptère, c'est-à-dire qu'il y a 2 ailes, et celle-là, elle a 4 ailes. Donc, si vous voulez, on a là le sentiment qu'il y a des gènes qui sont des gènes architectes qui s'occupent de faire la régulation entre les différents compartiments dont on a parlé tout à l'heure. Donc, ces gènes, on les appelle des gènes homéotiques, et donc, ils ont été super bien étudiés, toujours chez la drosophile. Donc, vous voyez, il y a l'animal, il a été compartimenté, c'est des couleurs différentes, les termes qui sont différents, et vous avez des gènes homéotiques à homéoboîte, il y en a 8 qui sont sur 2 complexes, sur le chromosome 3, et vous les voyez ici, et chacun de ces gènes va déterminer ce qu'il doit y avoir sur
le segment, le compartiment dont il est responsable. Hein. Vous avez un gène, il y a un compartiment, et le gène détermine ce qu'on doit mettre sur le compartiment en question. Donc, c'est les gènes architectes qui contrôlent en aval des séries de gènes qui viennent après. Et pour être encore voir comment les choses ont pu se produire, tous ces gènes OX, ils sont alignés, je vous ai dit, sur le chromosome 3, et ils sont alignés dans le bon ordre. C'est-à-dire que ici, c'est ce qui concerne la tête, et ce qui est ici, c'est ce qui concerne la queue. Donc, vous voyez, le plan de l'animal était conservé, et vous avez des successions de gènes. Alors, je ne vais pas rentrer dans la manière dont ces gènes se sont formés et quels sont les rapports entre eux, mais chacun des gènes est l'architecte d'une petite partie de l'ensemble du compartiment, du corps. Alors, de ça, on en a quand même un certain nombre d'évidences archéologiques. Si on regarde chez les insectes, au départ, on a eu des gènes, des animaux aptérygotes, c'est-à-dire sans ailes, et puis après ça, donc il est apparu des ailes sur tous les compartiments, ici, et ça, ce ne sont pas les gènes OX qui l'ont fait. Puis ensuite, les gènes OX, les gènes homéotiques, se sont mis en route, et ils ont choisi les compartiments sur lesquels on allait avoir des ailes. Donc ici, on allait avoir l'équivalent de libellule, ici l'équivalent de papillon, ici l'équivalent de mouche, si vous voulez. Et à chaque fois, c'est les gènes homéotiques qui décident, qui règlent la morphologie finale de la bestiole. Alors, donc, à partir du moment où on fait ce raisonnement-là, on commence à comprendre comment, au Cambrien, on a pu passer aussi rapidement d'un animal comme ça aux 30 phyla en question. Hein. Par exemple, si vous reprenez cette bestiole-là, c'était celle qu'on a vue tout à l'heure. Ici, vous voyez que ça, c'est un plan d'arthropodes. Les arthropodes, ce sont les insectes, les crustacés et les insectes, les crustacés, j'en oublie, hein, c'est pas grave. Voilà. Et puis, vous avez les adélides, vous voyez toujours la même chose. Donc, vous voyez qu'à partir du moment où vous adoptez cette idée-là, vous êtes sur quelque chose qui est en construction actuellement, mais permettra de rendre compte suffisamment clairement de l'apparition des nouvelles formes. Alors, quelque chose qui est très intéressant et assez émouvant, au 19e siècle, je vous avais parlé de Cuvier. Je vous avais dit que Cuvier, c'était l'homme de l'anatomie comparée. C'est-à-dire qu'il a fait toute sa carrière en disant la patte du poulet et notre jambe, il y a des anatomies, etc. Et donc, lui, il comparait des anatomies sur des animaux qui étaient proches les uns des autres. Et puis, il y a eu Geoffroy Saint-Hilaire qui a écrit « Il semble que la nature s'est refermée dans certaines limites et n'a formé tous les êtres vivants que sur un plan unique, essentiellement le même dans son principe, même si elle a varié de 1000 manières la formation des organes accessoires. » Par rapport à ce que je vous dis, c'est quand même très important, même si on a complètement oublié Geoffroy Saint-Hilaire, sauf dans le 5e arrondissement, c'est quelque chose qui est quand même très spectaculaire. Alors, il est évident que Cuvier ne pouvait pas admettre que la patte du lapin corresponde à la patte du hanneton ou des choses comme ça, si vous voulez. Donc, il y a eu de la bagarre et Geoffroy Saint-Hilaire a perdu. Hein. Napoléon avait pris parti pour Cuvier. Ça se discutait à l'Académie des sciences, ça, c'était quelque chose qui était là. Mais quand même, moi, quand j'ai retrouvé ça, j'étais très content de voir qu'il y avait des gens qui avaient fait ce type de proposition il y a bien, bien longtemps. Voilà, alors, tout ce que je viens de vous dire, c'est sur le développement donc, des papillons, etc. Mais on continue à trouver des fossiles, et donc ça, c'est un fossile trouvé relativement récemment en Chine, et vous voyez ce fossile-là, et voilà la reproduction d'artistes qu'il y a là. Vous voyez que la segmentation est là,
ces taches-là, c'est peut-être des yeux qu'il y avait sur chacune des parties là-dedans. Mais on est sur quelque chose, on est sur des bilatériens, on est sur quelque chose dont on admet que ça pourrait être un ancêtre d'arthropode ou autre chose qui soit venu après. Voilà. Alors, donc, la spectaculaire diversité des formes animales apparue dès le Cambrien pose le problème du mécanisme de la nouveauté. Un premier élément de réponse est l'existence d'une boîte à outils sophistiquée qui limite l'apparition très improbable de nouveaux gènes créés de nouveau. C'est largement par des modifications des gènes régulateurs que l'évolution a progressé, et l'étude de la génétique du développement montre comment, à partir des mêmes gènes, on peut faire l'évolution. Alors, maintenant, si vous parlez aux gens qui travaillent sur l'évolution, ils parlent de l'approche évo-dévo, c'est-à-dire de rapprocher l'évolution du développement. Donc, j'ai terminé ce que je voulais vous dire, je vais simplement le résumer. Chez Darwin, l'évolution apparaît comme une hypothèse et ses mécanismes sont mystérieux. C'était génial, mais avec des bases qui étaient quand même relativement fragiles. Dans une seconde étape, entre 1930 et 1950, la génétique moléculaire et la génétique des populations donnent une base solide à cette hypothèse. Mais il faut attendre une troisième étape pour comprendre le mécanisme d'apparition des formes s'appuyant sur le mécanisme du développement. Voilà. Ça sera le cours de la semaine prochaine. Et je vous remercie de votre attention. Et si vous avez des questions, je suis prêt à essayer d'y répondre. Eh bien, tu nous as pas parlé de la trompe de l'éléphant? Bah ouais, Alors, ou de la girafe. alors évidemment, si vous voulez, la trompe de l'éléphant, il y a une centaine de muscles dans la trompe de l'éléphant. Hein. Donc, on tombe exactement dans ce que je vous ai dit tout à l'heure. On ne sait pas comment on va faire ça si on ne fait pas intervenir ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire la boîte à outils et le fait que je peux modifier la forme et il y a des tas de choses qui vont s'adapter, si vous voulez, que le bricolage permet de faire des variations de forme extrêmement importantes. Écoute, quand tu vois la chenille et le papillon, la trompe de l'éléphant, ce n'est pas grand-chose. Hein. Bon, d'accord. Ok. C'est effectivement, comment est-ce que ça se passe, la chenille et le papillon? Qu'est-ce qui déclenche le changement? Ah, non, ça c'est bien connu. Ah bon? La chenille, à un moment, se met à bouffer tant et plus. Puis, à un moment, donc, au moment de l'hiver, elle va faire un cocon ou bien une chrysalide, elle va se planquer à l'intérieur. Et c'est à l'intérieur de cet intérieur que va s'effectuer toutes ces transformations qu'il y a là. Alors, j'ai des collègues qui travaillent là-dessus, qui travaillent, si vous voulez, c'est là extrêmement soigneux. Il faut reprendre gène à gène, voir quel gène a fait ça, comment ça s'est modifié. Si vous voulez, ça va être une répression d'un gène, une induction d'un gène, et puis c'est extrêmement compliqué. Mais ça pose pas de problème autre que sa complexité. Mais est-ce qu'il y a d'autres animaux ou insectes, enfin, qui subissent la même évolution que de la chenille au papillon? Bah, la grenouille. Comment ça, la grenouille? Ben Bah, oui, le tétard. oui. Ah, oui. Si vous mettez à côté le tétard et la grenouille, vous vous Ça dites... fait rien, c'est quand même moins spectaculaire que le papillon et la chenille. Oh ben, si vous voulez, mais... Une rampe... Attendez. Le tétard vit dans l'eau, le tétard n'a pas de poumons, il vit comme un poisson, et la grenouille vit comme un crapaude terrestre. Donc, je trouve qu'il y a quand même pas mal de variations qui se sont produites pour arriver de l'un à l'autre. Il faut faire pousser les poumons, il faut retirer les branchies, il y a tout un tas de choses qui sont faites, si vous voulez. Est-ce qu'on peut inclure le fœtus là-dedans ou pas? Ah, bien sûr. Ouais. Dans le développement du fœtus,
il se produit des choses à peu près du même ordre. Si vous voulez, l'idée, c'est de dire que la boîte à outils fonctionne à plein à ce moment-là. C'est l'importance de la boîte à outils. Ouais. Ce que je vous ai montré, c'est-à-dire l'histoire des neurones, c'est quelque chose que j'ai déjà présenté plusieurs fois dans mon cours sur les neurosciences. Au départ, le bébé a beaucoup plus de synapses que nous en avons. Et puis, donc, il y a des circuits qui vont se faire, et les circuits qui vont se faire vont renforcer certaines synapses et vont éliminer les autres. Donc, c'est exactement le même processus qui se produit dans le développement du système nerveux. D'accord. Ces paramètres que j'ai donnés, le paramètre de compartimentation, le paramètre d'exploration, le paramètre de robustesse, tout ça, ça joue des rôles extrêmement importants. En fait, tu veux dire que l'accouchement, là, que le bébé qui arrive, c'est exactement la chenille qui devient papillon, c'est ça? Si tu veux, d'une certaine manière. N'oublie pas que le fœtus, il vit dans l'eau déjà. Oui, c'est vrai. Ah oui, c'est plutôt la grenouille alors. C'est plutôt la grenouille. Oui. Est-ce que je peux te chasser, arrêter le partage du participant, ou tu te fais toi-même? Non, moi j'attends. S'il y a encore des questions, Ah oui, mais tu veux garder ton écran? Qu'est-ce que ça veut dire d'évolution? Quand vous dites d'évolution, ça veut dire quoi? Non, c'est un espèce de jeu de mots, si vous voulez, qu'ont fait les gens qui travaillent sur la question. Ah. Maintenant, quand ils veulent expliquer l'évolution, ils parlent évo-dévo. Évo, c'est pour évolution, et dévo, c'est pour développement. Hein. Ah, développement, d'accord. Voilà. Okay. Est-ce qu'il y a des livres qui parlent de ce plan directeur, de ces schémas directeurs? Parce que si je comprends bien, ces gènes directeurs doivent être lus, former des chaînes ARN, former des protéines qui ne sont pas des protéines utiles, mais des protéines de construction, qui vont revenir vers le noyau, activer d'autres gènes. Est-ce qu'il y a des bouquins qui parlent de ça, avec des schémas? Excusez-moi, je n'ai pas bien entendu la fin de votre question. Alors, si on comprend bien, il y a des gènes qui sont des gènes directeurs, des gènes architectes, oui. qui subissent les mêmes lectures que les autres gènes, c'est-à-dire qu'il y a une construction d'une Oui, il y a des protéines. ARN qui va produire elle-même des protéines qui ne sont pas des protéines utiles, mais des outils. C'est des protéines régulatrices, oui. Voilà. Et qui vont être introduites dans le noyau pour activer les gènes qui leur sont associés. Oui. Si vous voulez, il y a les premiers temps du développement de la mouche, la drosophile, ont été très très bien étudiés. Alors, il faut rendre à César ce qui est à César. Il y a un Anglais qui a décrit ça comme l'hypothèse du drapeau français. Vous vous rendez compte pour qu'un Anglais dise une chose pareille, hein? C'est-à-dire que vous avez au départ, dans l'œuf qui se passe, il y a une localisation à un endroit des ARN qui sont renduits, qui laissent passer une protéine qui va diffuser tout le long de l'affaire. Et il va y avoir d'autres endroits, d'autres sécrétions, et selon que l'on en a un ou deux ou trois, on va avoir le drapeau bleu ou blanc ou rouge. Donc vous voyez, tout ça, il y a énormément de choses qui se produisent au niveau de l'embryon, qui sont des diffusions de protéines, qui vont être des protéines régulatrices permettant d'obtenir différentes choses, différentes selon les compartiments, etc., ce que je vous ai dit. Donc, si vous voulez, mon point, cette histoire évo-dévo, c'est que l'étude du développement est quelque chose qui est extrêmement compliqué, mais disons qu'on comprend par petites étapes et qui permettent de comprendre un peu mieux le phénomène d'évolution en lui-même.